toutes Salut et à Philippe, tous. tu m'entends? Voilà. Oui, ça va bien, merci. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Voilà. On va commencer par une première question technique. Est-ce que vous m'entendez bien? Un petit geste. Vérifiez ça. Parfait bon, pour moi. vous m'entendez bien? Merci beaucoup. Alors, très heureux de vous accueillir ici. Il y a eu plus d'une trentaine de personnes déjà réunies. C'est pas mal, surtout dans les conditions actuelles. Donc, merci d'être présent et puis de participer à ce moment de partage qui va durer un peu plus d'une heure. Je ne sais pas exactement parce que c'est la première fois que je fais cette présentation-là et ça dépendra un petit peu de vos besoins, de votre réactivité. Donc, on verra entre une heure et demie, peut-être plus, mais à mon avis, 1h30 déjà, ce sera pas mal. Voilà. Donc, la visio, on commence à s'y habituer avec le télétravail, avec la pandémie, etc. C'est pas toujours très facile. Faire un tour de table, là, ça prendra un petit peu de temps. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une grande diversité de participants. Il y a des gens que je connais, d'autres pas. Il y a peut-être même des gens qui préfèrent rester anonymes, et ça, c'est tout à fait possible. J'ai même cru voir une personne qui était en voiture, là. Donc, attention, prudence avec un téléphone, un smartphone au volant. C'est dangereux. J'espère qu'il y a peut-être un médecin parmi vous là, qui pourra éventuellement rebondir sur quelques détails. Voilà, ça serait intéressant. Et ce que je demanderais donc du coup pour le fonctionnement, vous avez pour la plupart déjà vu et essayé le chat. Donc c'est un moyen de poser les questions. Les questions au fil, c'est possible, mais c'est parfois perturbant, surtout si les réponses étaient annoncées juste après. Donc voilà, il faut voir. Dans tous les cas, je vais ménager des temps de questions pour pouvoir échanger, compléter, etc. Et à la fin de la séance, de toute manière, il y aura un temps de discussion, voilà, qui permettra de rebattre un certain nombre de choses. Voilà. Donc après, pour rejoindre encore les problèmes techniques, je me suis fait une note parce qu'il y avait quand même pas mal de choses au départ à dire. Il y a l'histoire des micros. Si vous ne prenez pas la parole, il vaut mieux couper les micros. Il y a l'histoire de la vidéo. Est-ce que vous utilisez ou non la vidéo? C'est bien évidemment de se voir et j'espère qu'au début, on va voir toutes les trombines là, pour se retrouver, se reconnaître et se voir un petit peu. Et puis, si vous avez un souci de bande passante, à un moment donné, peut-être que vous serez amené à devoir couper cette vidéo pour pouvoir avoir la présentation et le son dans un état correct. Mais ça dépend de vos équipements. Et puis, si vous avez des problèmes pour recevoir la transmission, peut-être éviter aussi les utilisations concurrentes d'autres applications qui consommeraient de la bande passante. Voilà. Alors, eh bien, on va commencer cette séance. Donc, je vais faire du partage d'écran. Vous allez me voir, mais il va y avoir quand même pas mal d'écrans de diaporamas que vous allez devoir suivre. Et je le couperai de temps en temps pour que vous puissiez me retrouver. Le principe, c'est qu'il va y avoir quand même pas mal de schémas pour réduire un petit peu le verbe. Certains me connaissent peut-être pour être très généreux en verbe, en mots, voire trop. Et donc, il va falloir que je me contienne. On va parler d'un sujet qui est extrêmement complexe, c'est celui de la compensation. C'est pour démarrer cette série de webinaires. Complexe à enseigner, et comme je l'avais dit dans un message, c'est surtout pour ceux pour lesquels il n'y a pas de problème technique parce que ça passe bien. Et donc, du coup, on a du mal à réaliser qu'est-ce qui peut poser problème chez les autres. C'est un geste qui est donc difficile à enseigner et parfois à réaliser. Et donc, dans le cadre d'un certain nombre d'échéances, notamment passage d'épreuves, examens, etc., ou ne serait-ce que pour se faire plaisir, eh bien, c'est souvent un frein majeur dans la pratique de la plongée. Et là, je vais dire en apnée et en scaphandre. Voilà. Le problème de la compensation se pose dans les deux. Je suis avant tout apnéiste, mais je suis également plongeur avec scaphandre. Je vais essayer de faire la relation entre les deux disciplines, mais il faut savoir que de toute manière,
le poids, l'importance de ce problème de la compensation sera certainement plus important en apnée qu'en plongée avec scaphandre du fait de la présence d'air, de la disponibilité de l'air en plongée avec scaphandre. Donc, ce que je vais faire, je ne sais pas si c'est prétentieux ou quoi, mais je vais partager une expérience, quelques années de pratique à la fois en tant qu'apnéiste et puis en formation, et puis vous proposer une réflexion en fait, comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire ça, et puis une analyse qui nous amène à une approche un petit peu didactique et qui va permettre de déboucher sur un certain nombre d'outils et de méthodes pédagogiques qui, pour les formateurs, pourront être remobilisés dans les cas adaptés. Donc c'est pour ça que la cible au départ, c'est essentiellement les cadres ou les futurs cadres, mais s'il y a parmi vous des pratiquants, c'est très bien aussi, parce que à un moment donné, vous pouvez être là, et dans la manière dont on va présenter tout ça, on va faire des exercices qui permettront déjà d'anticiper des situations et peut-être permettre un certain nombre de progrès. Et à ce sujet, je remercie le CODEP de Lyon qu'on va retrouver demain à la fosse de Dijon pour une séance de 2 heures dédiée à cette thématique de la compensation. Et ça sera vraiment une chose extraordinaire que de pouvoir passer de cette théorie que nous allons faire là, même s'il y a pas mal de pratiques au cours de cette séance, à la pratique, à la mise en œuvre directement dans le milieu. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Voilà. Après, on m'a dit, Fifi, attention à ne pas les endormir. Alors, si jamais je vous endors, n'hésitez pas à prendre un petit peu de café ou à me le faire signe. Voilà. Alors, sauf si vous avez des remarques à faire, je vais lancer la séance. Autrement, on y va. Donc, voilà, je pose des questions. Vous avez des choses à dire? Non? Bon. Donc, pensez à couper vos micros, ça évite les bruits parasites. Et puis, ça vous permet de conserver votre intimité également. Est-ce que tout le monde voit bien le diaporama? Ça va? Il n'y a pas trop de difficultés? C'est bon? Ok. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, un programme de 4 webinaires. Il y en a d'autres qui viendront se rajouter avec d'autres intervenants. On attaque donc par la compensation parce que c'est le principal facteur limitant de la progression d'apnée. Et après, on va voir comment apporter des éléments supplémentaires avec la prise d'air, le relâchement et le palmage pour augmenter la performance en apnée et puis quelque part aussi en plongée à scaphandre, dans la mesure où tout cela peut arriver à permettre d'améliorer son aquaticité et puis à réduire la consommation d'air et donc prolonger un petit peu l'autonomie en plongée. En préambule, je vais expliquer comment j'étais confronté à ce problème de la compensation. Eh bien, j'avais une difficulté, je faisais quelque chose et je ne savais pas, j'essayais de faire autre chose et je ne comprenais pas comment il fallait arriver à faire. Alors j'avais lu pas mal de choses à ce sujet et puis en fait, plus je lisais, plus j'étais perturbé et moins j'arrivais à comprendre en fait ce qu'il fallait faire. Et alors la première personne que j'ai rencontrée en vidéo, c'est Aaron Salomon, donc un apnéiste israélien qui en fait a totalement dédramatisé la question. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire, peut-être différemment, certainement différemment, mais en tout cas c'était ça. Arriver à comprendre que finalement, c'est pas si sorcier et qu'il faut un peu de méthode, comprendre d'abord pas mal de choses, ce que l'on est, ce que l'on fait, pour arriver à réaliser le bon geste. Et puis plus récemment, je suis tombé sur la vidéo de Fred Di Miglio. Alors si Fred Di Miglio est convoqué aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est président de ZEF, c'est parce qu'il est également médecin, ORL, et puis chasseur apnéiste. Et donc du coup, il a une connaissance des problématiques de compensation que je n'ai pas, par exemple, rencontré chez un certain nombre de médecins qui, parce qu'ils étaient plongeurs, nous disaient, allez, faites un Valsalva, contrôlez le tympan, et puis c'est bon. Et puis d'autres qui n'étaient pas plongeurs et avaient un peu de mal à comprendre comment on pouvait arriver à faire des choses comme ça. Voilà. Et donc, du coup, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est principalement de 4 techniques, Valsalva, Frenzel, BTV, Toynbee. Et ce à quoi on va s'attacher, c'est à observer un certain nombre de signes pour faire de sorte qu'on arrive à mieux
comprendre les techniques, savoir où on peut agir, et puis essayer de corriger à un moment donné si on observe un défaut. Voilà, c'est toute l'ambition de cette séance. Alors, on va d'abord faire une introduction qui est longue en nombre de diapos, c'est à peu près la moitié du diaporama, mais des diapos sur lesquels je vais passer assez rapidement. Pourquoi? Parce que ce sont, de mon point de vue, un certain nombre de prérequis, parce que ce sont des choses que vous avez déjà vues précédemment, mais qu'il est important de rappeler pour recontextualiser le sujet de la compensation. Après, on passera à une petite partie sur la démystification, et là, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et puis après, voir de manière un peu plus pédagogique comment on peut améliorer cette technique en théorie et en pratique. Et à la fin, comme je vous l'avais dit, on va faire une séance de discussion pour celles et ceux qui le voudront. Voilà. Donc, en introduction, comme je l'ai dit, on va passer rapidement sur une série de diapos. Et on va convoquer... Alors, la motivation, pardon, j'ai oublié ça là. La motivation, barotraumatisme, c'est l'accident le plus fréquent en plongée et en apnée. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant dans le contexte subaquatique. Deuxième chose, c'est un sujet complexe à enseigner, comme je l'ai dit, et surtout pour celles et ceux qui savent, qui maîtrisent. Voilà. Et puis, en tant que cadre, on a une obligation de moyens pour les adultes, éviter les accidents, et pour les mineurs, on a une obligation de résultat. Et donc, du coup, il faut vraiment essayer de vérifier si on est capable, apte de vérifier si un enfant, par exemple, un mineur, est capable ou non de faire une compensation. Et ce n'est pas forcément évident, et on va voir les signes que l'on peut récupérer pour faire cela. Et puis, comme je l'ai dit, c'est un frein à l'apnée verticale, mais également en plongée en scaphandre. Certains ont des difficultés, certaines sont incontournables, d'autres peuvent être corrigées. Et on va voir celles qui peuvent être corrigées. Plusieurs notions convoquées, physique, anatomie, technique, signes et matériel. Et on va voir ça tout au fil de l'exposé. Et beaucoup de choses donc, sur lesquelles on passe très rapidement dans la première partie. Première chose, réalité physique, ça c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est les variations de pression dans l'air et dans l'eau. Et avec quelque chose qui se passe, du coup, avec une mariotte, les variations de volume en fonction de la pression, cette corrélation qu'il y a. Et puis, autre chose, c'est les différentes manières de mesurer, enfin, les différentes unités de pression. Et enfin, hop, il manque un truc là qui ne s'est pas affiché. C'est après. Voilà. Et donc après, cette variation de pression qui s'opère assez lentement, voire très lentement, et dans une proportion qui est très faible finalement, entre 6 et 7% dans l'air, alors que dans l'eau, on a une progression qui est extrêmement rapide dans les premiers mètres, puisqu'on multiplie par 2 la pression à 10 mètres, puis la pression elle passe à 3 mètres, on a une progression de 100% au départ, puis 50%, 30%, et ce n'est que quand on arrive à 140 mètres qu'on arrive à des variations de pression relatives de l'ordre de 7%, c'est-à-dire celles que l'on observe dans l'air. Donc on a une difficulté supplémentaire dans l'eau qui fait que finalement les techniques qu'on applique dans l'air sont plus difficiles à mettre en œuvre. Voilà. Et donc du coup, pour ce qui nous concerne, on voit qu'il faudrait passer de 8500 mètres à zéro au niveau de la mer pour multiplier par 3 la pression, alors qu'il suffit de quelques mètres pour arriver au même résultat dans l'eau. Et donc, du coup, on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. On va venir maintenant sur quelques notions d'anatomie. Alors, l'anatomie, ce qui va nous intéresser, c'est les voies aériennes supérieures aujourd'hui, principalement. Dans la prochaine séance, on s'intéressera plutôt à la question des voies aériennes inférieures. Ce qui va nous intéresser ici aussi, ce sont les sinus. Alors, il y a 2 sinus dont on parle très souvent, c'est le frontal et le maxillaire. Et un que l'on oublie souvent, c'est le sphénoïde. Il y a le sphénoïde qui est beaucoup plus petit, dont le canal est beaucoup plus fin et dont les problématiques sont peut-être plus complexes parce qu'elles vont s'exprimer de manière très violente et de manière très violente à la remontée. Voilà. Donc, on va retenir les sinus. Donc, les sinus, c'est quoi? Ce sont des cavités. Comme toutes les voies aériennes, elles sont recouvertes d'un mucus qui sécrète
d'une muqueuse qui sécrète un mucus. Donc toutes les voies aériennes, elles ont une partie humide en périphérie et normalement en surface, les échanges se font correctement et il n'y a pas de problème. Quand on descend, la pression augmente à l'extérieur du sinus et donc du coup il va falloir qu'il y ait une entrée d'air et au fond ben, on arrive à un équilibre et à la remontée ben, c'est le processus inverse qui se met en place. Les risques, eh bien, c'est quand on a une inflammation, ben, qu'à la descente, l'air ne rentre pas suffisamment et donc du coup, risque de décollement des muqueuses sinusales. À la remontée, c'est différent, l'air ne sort pas, ça fait une surpression et là aussi, on se rappelle très bien ce qui se passe. Et donc là, les préconisations, c'est éviter les congestions, pas de vasalva à la remontée, extrêmement important, pas ajouter de difficulté à la difficulté, et puis pratiquer une manœuvre de tombi, pincer le nez, fermer la bouche, inspirer. C'est quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure. Encore dans la partie anatomique, l'oreille, très rapidement, un organe qui est extrêmement complexe en 3 parties, externes, moyennes et internes, avec des représentations qui invitent à la difficulté. Donc, il y a même des modèles qui sont présentés en 3D. Donc, je vais vous proposer plutôt un modèle simplifié qui va permettre de remettre en place les points sur lesquels on va devoir être attentif. Et puis, quelques éléments simplement qu'on va retenir pour après la compréhension. Donc, le conduit, le tympan, la trompe d'Eustache, la fenêtre ronde, la fenêtre ovale et la chaîne des osselets. Voilà. Rester sur quelque chose de simple plutôt que de se focaliser sur ce dessin complexe sur lequel on n'a pas forcément la possibilité de toujours se projeter. Et puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est éviter ce problème-là, la rupture du tympan. Et donc, c'est tout l'intérêt de la compensation. L'oreille, de manière très schématique, encore une fois, qu'est-ce qui se passe en surface? Les pressions sont équilibrées, il n'y a pas de problème. Quand on descend, la pression dans le conduit auditif augmente et donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est faire entrer de l'air dans la cavité tympanique pour rétablir l'équilibre. À la remontée, qu'est-ce qui se passe? On a une pression qui est supérieure dans la cavité tympanique et la trompe d'Eustache et ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est faire baisser cette pression en expulsant de l'air. Voilà. Ça, c'est des choses que vous connaissez. Mais après, ce n'est pas si facile. Cette trompe d'Eustache, c'est un organe particulier qui a différentes formes. Et certaines formes vont provoquer un problème, c'est-à-dire qu'en fonction de la forme qu'elles ont, eh bien, l'air va passer plus ou moins facilement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir a priori. C'est quelque chose qui pourra éventuellement être observé par un médecin spécialisé en ORL. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on aura très très peu de marge de manœuvre pour intervenir quand on a une trompe d'Eustache de type 3, que ce soit en bouteille ou en apnée, mais de surcroît en apnée, la compensation risque d'être très difficile. Alors, après, là, encore une fois, pour replacer le sujet, je suis allé juste récupérer quelques diaporamas. Je n'ai pas perdu de diapo sur le sujet pour le replacer. C'est la manière dont vous enseignez toutes ces questions d'accident. Les barotraumatismes sinusiens avec une entrée mécanique, clinique, traitement, prévention et conduite à tenir. Voilà, voilà. Ça, c'est des choses que vous connaissez, donc je passe. Il y a les barotraumatismes, les différentes sources de risque de barotraumatisme. L'otite barotraumatique, c'est ce qui nous concerne en premier lieu. Mais il y a également les barotraumatismes de l'oreille interne, et on reviendra très rapidement là-dessus. Les vertiges alternobariques qui sont également très importants. Le plaquage de masque qui va être aussi un facteur qui va être limitant de la compensation et donc sur lequel on va revenir. Les barotraumatiques de l'oreille moyenne et interne, très rapidement, donc pour replacer simplement, je pense que c'est des choses que tout le monde a déjà vues. Dans le premier cas, eh bien, il y a une surpression brutale qui vient de l'extérieur et donc du coup qui va provoquer une lésion peut-être au niveau du tympan, mais également au niveau de la fenêtre ovale. C'est quelque chose qui est récurrent, par exemple avec l'effet de blast. L'effet de blast que l'on rencontre avec le claquage de la cagoule. Voilà, quelque chose, un petit truc qui est très anodin. On a étiré la cagoule, on la relâche, elle revient brutalement, elle crée cet effet de blast qui est équivalent à celui qui est ressenti lors d'une explosion. Et donc, du coup, là, la plupart du temps, il n'y aura pas rupture du tympan.
mais il y aura une action sur la fenêtre ovale avec un risque après d'acouphènes, ce qui est très embêtant si on répète ce genre de manip, parce qu'après les acouphènes deviennent permanents. La deuxième chose, c'est la surpression qui vient de l'intérieur, où là, il va y avoir plusieurs risques, celui de la rupture du tympan, celui de la luxation de la chaîne des osselets, et encore une fois, une pression qui va être exercée sur la fenêtre ovale, encore avec des risques d'acouphènes ou voire même de perte d'audition. Voilà. Très rapidement, hein, ça je pense que c'était des choses que vous aviez déjà vues et je suis désolé de passer aussi vite là-dessus. Voilà, ensuite on va rentrer, donc, sauf si vous avez des questions, dans la deuxième partie, la démystification. Donc, là, je vous laisse le temps de poser vos questions. J'en ai pas vu. J'ai l'image maintenant, mais plus le son. C'est ce que je vois, Christian. Les autres ont le son. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah bon, alors ça va. Donc, ça ne vient pas de mon côté. Parfait. Voilà. Donc, on va peut-être essayer une connexion, comme ça a été indiqué par l'un d'entre vous. Voilà. Voilà. Ok, bon, ben, on va poursuivre par ce que j'ai appelé la démystification. Voilà. Et ce titre, et si en pensant faire un Vasalva, on faisait une toute autre manœuvre. Et moi, ça a été vraiment le problème que j'avais. Quand on m'a dit, maintenant, pour progresser en aptitude, il va falloir faire du Frenzel. Donc, et voilà. Et donc, Frenzel, certains médecins disent que c'est une manœuvre qui doit être proscrite. Voilà. Et là, j'ai repris une présentation qui avait été proposée au Salon de la plongée, de médecins qui nous disent, ben, Frenzel, c'est une bonne technique. Elle est assez difficile. Il faut pincer le nez. Mais comme ils le disent, à oublier en plongée. Et on va voir si c'est vraiment le cas. Et puis, ils nous disent, ben, pour arriver à réaliser ce geste difficile, il faudrait faire un queue. On va discuter de tout cela après. Moi, je voudrais dire simplement, ben, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Alors, ça va être le premier sujet, reconnaître une technique naturelle. Et naturelle, c'est au sens de, ben, je le fais habituellement et je ne me pose pas de questions. Et donc là, on va devoir aller chercher un certain nombre de gestes, des gestes simples, pour vérifier que tout se passe comme il faut. Et après, on va voir quels sont les signes que l'on va devoir prendre en compte pour savoir, pour déterminer quelle technique on met en œuvre ou pas. Alors, ce que l'on va faire d'abord, vous allez chacun de votre côté faire une manœuvre de compensation à votre façon. Vous inspirez, vous pincez les nez, vous fermez la bouche, vous effectuez la compensation et vous vous demandez quelle technique vous avez appliquée, Vasalva, Frenzel, BTV ou autre. Ah, et le sondage est reparti. Mince. Alors, du coup, voilà, je vous laisse faire, je refais le sondage. Et vite, désolé, je ne savais pas que... Et puis, autre. Voilà. Je vous soumets un petit sondage, je ne sais pas si vous le voyez, il devrait apparaître à gauche. Voilà, ça répond à ça, dites-nous, on va voir. Et puis, ça, c'est juste pour avoir une idée quel est le type de pratique en général. Alors, en l'état, ben, plus de la moitié pratiquerait du Vasalva, un quart du Frenzel, 30% de BTV, c'est beaucoup et ça correspond à une certaine réalité. Et il n'y a pas d'autres solutions. Voilà, ça augmente un petit peu côté Vasalva, mais globalement, majoritairement, vous pensez faire du Vasalva. D'accord. Eh bien, on va essayer de vérifier. Donc, vous allez recommencer maintenant. Ce que vous allez devoir vérifier, c'est s'il y a un effet sur le tympan. Vous avez fait une manœuvre de compensation et vous avez sûrement un effet sur le tympan. OK. Et puis maintenant, on va décomposer. Quand vous faites cette manœuvre de compensation, est-ce que le ventre bouge?
Voilà, vous gardez votre réponse. Une fois que vous avez ça, si le ventre n'a pas bougé, est-ce que la gorge a bougé? Voilà, donc pour qui le ventre ne bouge pas, maintenant, est-ce qu'il y avait quand même un effet sur les narines? Donc, est-ce que vous avez senti une pression sur les narines, les ailettes des narines qui se dilatent et éventuellement de l'air qui s'échappe? Et là, ça se complexifie. Parce qu'il n'y aura pas forcément d'effet sur la narine, alors qu'il pourrait y avoir une compensation. Et c'est là où ça devient compliqué. Mais en tout cas, une chose est à peu près certaine. Si le ventre bouge et qu'il y a un effet sur les narines, c'est que vous faites du vasalva. Si le ventre ne bouge pas, que la gorge bouge, c'est que vous faites déjà du Frenzel. Et alors, quand on vous dit faites un vasalva et qu'en fait le ventre ne bouge pas, vous vous trompez. Et quand vous essayez de faire du Frenzel alors que vous en faites déjà sans le savoir, vous essayez de mettre en œuvre une autre technique qui est naturelle, et donc vous ne comprenez pas, on ne peut pas comprendre ce que l'on fait, ce que l'on doit faire différemment puisqu'on le fait déjà naturellement. Donc, et c'est là-dessus où il faut être extrêmement vigilant. Donc après, première chose, c'est quelle que soit la technique qui a été mise en œuvre, s'il n'y a pas d'effet sur le tympan, c'est peut-être parce que l'effort doit être augmenté. On nous dit toujours, et les médecins ont raison là-dessus, attention, pas de technique brutale pour les risques de surpression qu'il pourrait y avoir dans l'oreille moyenne et interne, et c'est tout à fait exact. Mais à un moment donné, il faut savoir qu'il faut que l'air soit suffisamment mis en pression pour qu'il arrive dans la cavité tympanique et arrive à produire cet effet sur le tympan. Et donc, parfois, on le fait, on n'entend pas le pchit ou quelque chose comme ça, et dans ce cas-là, c'est juste parce que la pression qui est mise en œuvre n'est pas suffisante pour arriver à engager le. Donc la première des choses, c'est, voyons, essayons, forçons un petit peu. Et si en forçant un peu, tu sens quelque chose de différent, c'était juste que la pression qui était trop douce doit être élevée un petit peu. Voilà. Et donc du coup, si on augmente l'effort et qu'il y a un résultat probant, eh bien dans ce cas-là, on est content, on a trouvé la solution et on va pouvoir passer à autre chose. Si ça ne l'est pas, ça va poser beaucoup plus de questions et c'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. Voilà. Et donc, ce qu'on va retenir ici, ce sont les signes à observer. En tant que formateur, on a un contrôle là-dessus. Alors, pas surtout. Hein. Ce que l'on va pouvoir voir, observer sur l'élève, c'est si le ventre bouge ou pas, en plaquant la main comme vous l'avez fait, ou juste en observant, sans toucher. On va pouvoir regarder aussi si la gorge bouge. Et quand je dis gorge, c'est une zone, ce n'est pas quelque chose de très précis. Alors, ça peut être la pomme d'Adam, ça peut être au niveau de l'arrière de la mâchoire, il y a quelque chose qui bouge. Et on ne va pas essayer de savoir qu'est-ce qui bouge actuellement pour le moment. Et puis, il va y avoir cet effet sur les narines. Quand vous faites une compensation et que vous êtes face à moi, je vois ou non si les ailettes du nez se dilatent une fois que vous mettez en pression la cavité nasale. Ce que l'on ne verra pas, et c'est là où il faut convoquer le retour de l'élève, c'est l'effet sur le tympan. Et là, il faut se fier, se plier à ce qu'il dit, et c'est le seul risque qu'on peut accepter. Voilà. Donc, ces signes-là, pour arriver à vérifier si oui ou non il y a quelque chose qui se met en place et déterminer quelle méthode de compensation a été mise en œuvre. Je fais une petite pause là. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que c'était évident au départ? S'il n'y a pas de réaction, pas de question, on va passer. Hein. Je n'ai pas vu dans le chat. Voyons voir. Il y a une question là-haut. Merci. En se reposant sur l'expérience de chacun, quelle est la meilleure technique de compensation? On va voir qu'il n'y a pas. Il y a de meilleures techniques parce qu'elles sont moins violentes, mais surtout parce qu'elles répondent à un besoin qui est lié aux conditions du milieu. Plus la pression va augmenter pour commencer à lâcher quelques mots, plus certaines techniques vont être limitées. Voilà. Et donc, du coup, à un moment donné, il va falloir passer de l'une à l'autre si on veut progresser en profondeur et en particulier en apnée. Encore une fois, en bouteille, le problème n'est pas le même puisqu'on a une disponibilité d'air qui permet d'adapter la manœuvre.
Et là, j'ai une réponse, c'est celle qui te convient le mieux. Parfois, plusieurs associés. Et effectivement, on va voir qu'on peut combiner plusieurs techniques en fonction éventuellement de la profondeur ou en fonction de son état physique, etc. Très bien, merci. Donc, on passe. Voilà. Si je n'ai pas le réflexe de regarder sur le chat, et donc n'hésitez pas aussi à vous signaler comme ça. Hop, on continue. Donc, reconnaître une technique. Pour résumer, Valsalva, bouche fermée, nez pincé, le ventre bouge, la gorge bouge, les narines bougent, et on a un effet sur l'oreille. Alors, la gorge bouge plus ou moins. Pourquoi ? Parce que des fois, ça va être une approche combinée, une hybridation entre du Valsalva et du Frenzel. Mais en gros, le vrai diagnostic, il est sur le ventre bouge. Voilà. Parce que là, le ventre bouge, ça veut dire on pousse avec... alors, on a l'habitude de dire avec le diaphragme. En fait, c'est la contraction des abdos, principal muscle d'expiration, qui va provoquer, après la compression du diaphragme et puis après la mise en pression de l'air des poumons. Voilà. Frenzel, bouche fermée, oui ou non? Ben oui et non, parce que en fonction de la technique que l'on applique, on va le vérifier, on pourra faire du Frenzel bouche ouverte. Et ça, voilà, ça peut être intéressant à le savoir. Le nez pincé, oui, parce qu'à un moment donné, on va toujours mobiliser cette capacité à mettre en pression la cavité nasale. Le ventre bouge, non, parce qu'en fait, la compression va se dérouler ailleurs, au niveau de la gorge, et en particulier grâce à la langue. Et les narines bougent, oui, effectivement. L'air est mis sous pression dans la cavité nasale. Et donc, du coup, il y a une pression qui est exercée de l'intérieur vers l'extérieur sur les narines. Et puis, on peut ajouter là aussi, il peut y avoir de l'air qui s'échappe, notamment au moment de la compensation du masque, on reviendra là-dessus. Et puis, autre chose, est-ce qu'il y a un effet sur l'oreille moyenne? Un bon Frenzel réalisé correctement provoque un effet sur l'oreille moyenne, c'est-à-dire une compensation. Le BTV, finalement, moins de choses à faire, mais en gros, 30% des personnes seulement sont aptes à faire du BTV. Donc, bravo à celles et ceux, là, les 30% de l'assistance qui arrivent à le faire. On est dans une proportion qui est assez respectueuse de la réalité. Et donc, du coup, la bouche fermée, oui ou non, ça dépend de qui, parce qu'après, il y a la langue qui va intervenir aussi. Le nez pincé, pas forcément non plus, parce que c'est un équilibrage global qui va se faire, mais en douceur. Voilà. La gorge bouge, parfois oui, parfois non. Ça dépend de ce qu'on ressent, parce qu'en fait, on va voir après que c'est à un autre niveau que ça se situe. Les narines bougent, pas forcément. Et puis, est-ce qu'il y a un effet sur l'oreille moyenne et le tympan? Oui, il y a toujours un effet là-dessus en termes de compensation. Alors moi, je fais partie de celles et ceux qui ne peuvent pas faire de BTV dans l'espace médian. Jusqu'à 30 mètres, je ne peux pas. Au-delà de 30 mètres, j'y arrive. Voilà. Je peux y arriver jusqu'à 15, je bloque à 15, et de 15 à 30, je ne peux pas. Alors, celles et ceux qui maîtrisent parfaitement le BTV et qui veulent intervenir pour partager leur expérience et leur ressenti, c'est bien volontiers que je veux les entendre. Là. Si quelqu'un veut prendre la parole. Oui. Ah, c'est Antoine, salut. Salut Antoine. Je ne sais pas si le test fonctionne, mais moi, par exemple, si je fais BTV, je pense que je le fais, que je garde la bouche ouverte et que je respire un peu profondément, comme chez le médecin, tu sais, quand il nous dit, quand il nous ausculte en posant le stéthoscope dans le dos, là, il nous dit insouffler profondément. Si je fais ce genre d'exercice-là en ouvrant la bouche et en compensant, ça fait un gros ronronnement dans l'oreille. Et si je fais pas de compensation, j'entends pas ce ronronnement dans l'oreille. Donc je suppose que ça fait un signe, les trompes de stage s'ouvrent sans qu'il y ait de surpression exercée par la langue ou les abdos. Voilà, c'était un autre petit test peut-être pour voir si on fait du BTV pur ou peut-être un peu de Frenzel mélangé au BTV. D'autres retours d'expérience? Merci Antoine.
Non? Bon. Écoutez, moi, souvent, je commence un petit peu le BTV à essayer et j'y arrive, en fait, sur des profondeurs. Ouais, ouais. En un mot, au moins, pour dire. Voilà. Pascal MFA. D'accord. Voilà. Merci Pascal. Alors, moi, je rejoins un petit peu, pour reprendre la main, ce que disait Antoine. Effectivement, quand je fais du BTV au sec, je ressens ce ronronnement. Voilà. Une espèce de ronronnement, bourdonnement, on l'appellera comme on voudra. Voilà. Et ça, on va le faire. Donc, du coup, si vous êtes d'accord, on passe à la troisième partie, améliorer cette technique. Et on va reprendre un certain nombre de repères anatomiques. Donc, j'ai parlé de la cavité nasale, ce qui va nous intéresser notamment à travers la méthode de la BTV, béance tubaire volontaire. C'est l'orifice de la trompe de stage qu'il va falloir arriver à libérer. On va repérer ici le voile du palais. Et puis, de manière très globale, sans rentrer dans le détail, parce que ce sont des zones anatomiques extrêmement complexes. On va le revoir sur un exemple, le larynx et le pharynx. Donc, en gros, l'arrière-bouche et la gorge. Voilà. Pour très simplifier et pas aller au-delà de ce dont on a besoin. Voilà. Quelque chose de très complexe, donc cette histoire de trompe de Stache, et on voit là un schéma avec où on a du mal à se retrouver sur ce genre de choses, et en tout cas à se projeter sur notre réalité physique. Moi, j'ai du mal à imaginer ça au fond de ma gorge. De quoi il s'agit en fait d'un, comme ça a été dit, un canal avec une partie cartilagineuse dans laquelle il y a une insertion de muscles, et c'est le fonctionnement de ces muscles qui va faire que la trompe de Stache s'ouvre ou se referme. Et c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement maîtriser, de manière à pouvoir faire de sorte que l'air qui est dans la cavité nasale puisse remonter vers l'oreille moyenne. Alors, si vous voulez en savoir plus, à la fois sur la musculature de cette zone-là et puis sur l'anatomie du pharynx, je ne ferai pas ce travail-là. Il y a un cours universitaire en ligne. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi à droite? Là, c'est une radio qui nous montre à quoi ça ressemble, quelque chose qui est plus ou moins rectiligne, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a du mal à se représenter et sur lesquelles il n'est pas forcément si évident d'agir, et c'est toute la difficulté en fait de la correction et de la compensation. Alors après, une fois qu'on a pris en compte toute cette anatomie générale, on va voir qu'il y a des organes que l'on peut ou pas contrôler. On nous dit, ferme l'épiglotte. L'épiglotte, c'est cette membrane, ce petit organe-là, cartilagineux, qui va s'abattre pour fermer la trachée quand le bol alimentaire, quand on se nourrit, quand on boit. Il a un fonctionnement qui est plutôt réflexe. Et dans ce fonctionnement réflexe, du coup, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir contrôler de manière très consciente. Et donc, moi, je préfère le classer les objets qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, du coup, il va falloir aller chercher ceux que l'on va pouvoir contrôler facilement ou contrôler plus difficilement. Alors, on passe à ce que l'on peut contrôler. Et bien là, ça paraît évident. Oui, les narines, on peut les fermer. Ça, on peut agir dessus. Donc, on va retenir ça. On peut fermer sa bouche également. Ce que l'on peut faire également, c'est obstruer la bouche avec la langue. Et c'est très simple. On remonte la langue, on la fait frotter contre le voile du palais. Donc, on peut partir la langue immédiatement derrière les dents du haut. Et après, on ramène la langue en haut. Et si on essaye d'expirer, la bouche est obstruée par la langue. Et dans ce cas-là, l'air ne passe plus. Vous pouvez essayer, peut-être en bouchant le nez, vérifier qu'effectivement, avec la langue, on peut effectivement obstruer la bouche, même si la bouche reste entrouverte. Sans faire de vasalva, juste en expirant là. Donc, il y a cette langue. Et ensuite, il y a un organe auquel on ne pense pas, ce sont les cordes vocales, en fait. Les cordes vocales, là, c'est un mélange de muscles et cartilage que l'on contrôle, et que l'on contrôle de manière inconsciente quand on parle, puisqu'en fait, c'est la contraction des muscles qui vont faire se rapprocher les cordes vocales et modifier la tonalité du son qui va être émis. Eh bien, ça, c'est un organe en fait, qui est extrêmement facile à contrôler, et on va le vérifier
en produisant un son, un A, un me, un A plutôt, un A. Et puis, à un moment donné, on va agir sur les cordes vocales, on va voir que le son se resserre, se referme. Et puis finalement, quand l'air ne passe plus, eh bien, il n'y a plus de son. Et c'est en fait ça, ce mécanisme-là qui est introduit pour arriver à fermer la cavité glottique et donc du coup isoler la partie des voies aériennes supérieures des voies aériennes inférieures. Donc on va le faire tout de suite ensemble en produisant le son A. Voilà. Et là, il n'y a rien qui passe. Que ce soit par la bouche, par le nez, etc. L'air est bloqué, il est bloqué au niveau de la gorge. Et on peut le vérifier par la vibration qui se produit au niveau de la gorge. Quand on émet le son, il y a quelque chose qui vibre. Ce sont les cordes vocales. Et là, on sait qu'on est en train d'agir sur cet organe-là, qu'on peut arriver du coup à contrôler. Ça va, c'est clair pour tout le monde, ça? Allez, on continue alors. Ce que l'on peut difficilement contrôler, eh bien, c'est l'ouverture de l'orifice des trompes d'Eustache. Et donc là, il va y avoir toute la gestuelle autour des muscles péristaphilaires, de cette partie de l'arrière-gorge qui est assez complexe. Et donc, du coup, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver à travailler ça tout de même. Voilà, ça c'était une remise en situation anatomique. Et maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de décortiquer les différents gestes de compensation pour vérifier qu'on le fait correctement et éventuellement pour l'enseigner. Et on va commencer donc par le Vasalva. Donc, le Vasalva, le principe, vous le savez. Avant de compenser, de toute façon, il faut avoir de l'air dans les poumons. Donc, ça commence par une inspiration, un renouvellement, expiration, inspiration. On pense à boucher le nez. On pense à fermer la bouche. Et après, une fois que le nez et la bouche sont fermés, on expire. Et donc, du coup, il y a une contraction par les muscles expiratoires et principalement par les abdominaux, de façon minoritaire par le diaphragme, mais principalement par les abdos. C'est là où on observe ce mouvement au niveau des abdominaux. Et on a un produit un résultat qui est acquis. L'air monte vers la cavité tympanique et on est content. On a réussi à faire une compensation. Voilà. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Donc, ce qui va être important ici, c'est la prise d'air. La prise d'air, quelle que soit la technique, si on n'a pas assez d'air, on ne pourra pas l'expulser, on ne pourra pas le mettre en pression de manière suffisante au niveau des poumons. Et donc, du coup, il ne pourra pas remonter vers les voies aériennes supérieures. Donc, c'est là l'intérêt de la deuxième séance, c'est améliorer la prise d'air avec des exercices qu'on fera. La deuxième chose, c'est le dosage. J'en ai parlé tout à l'heure. Ni trop peu, ni trop. Voilà. Pas trop peu, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'effet sur l'oreille moyenne, et pas trop parce qu'il y a des risques d'accident au niveau de l'oreille moyenne et de l'oreille interne. C'est juste un bon dosage pour ne pas violenter l'oreille moyenne et interne. Voilà. Ce qu'il faut du coup après prendre en considération, c'est que c'est pas parce qu'on l'a fait une fois que ça va durer, sauf en bouteille, et même en bouteille, je dirais. Ce qu'il faut faire, c'est répéter ce geste très régulièrement. Pour ceux qui ont une difficulté à la descente, en apnée par exemple, plus vite, plus fréquemment on renouvelle ce geste, moins l'effort sera important à réaliser, parce qu'une fois qu'on a pris du retard sur la compensation, il va falloir mobiliser de manière plus violente l'air pour arriver à la faire monter dans l'oreille moyenne et obtenir le résultat, la compensation du tympan. Donc, la répétition, une fréquence extrêmement élevée. Donc, ça veut dire, je ne me pose pas la question de savoir si c'est trop fréquent ou pas. J'ai des difficultés, je le fais très souvent dès que je peux. Tchac, 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 tchac. Et comme ça, par petite impulsion, petit à petit, on arrive à entretenir un geste et puis réduire l'effort à fournir pour la compensation. Hop. Ensuite, il y a cette histoire. Hop.
Bon, j'ai un petit souci d'animation, là, c'est pas grave. On va reprendre la partie supérieure. Ce qu'il va falloir penser en même temps qu'on procède à la compensation des oreilles, il va falloir penser à la compensation du masque. La compensation du masque, c'est on mobilise l'air, on le fait transiter par les voies aériennes supérieures et on l'injecte dans le masque. On verra que du coup, ça pose des questions de matériel, mais ça renvoie aussi à une fréquence sur une descente à 20 mètres. On peut estimer à peu près qu'il y a entre 3 et 4 compensations de masque à réaliser. Entre 20 et 30 mètres, on va dire qu'il y en a 2. Et au-delà de 40 mètres, la compensation du masque n'est pratiquement plus nécessaire. Alors pour expliquer cette chose-là, eh bien c'est simple, ça renvoie à la réalité physique. C'est la variation de pression qu'il y a entre la zone de l'espace médian et puis l'espace profond. Au début, la variation de pression est extrêmement rapide et importante, et puis après, elle devient moins en moins ténue. Et en gros, on peut retenir que jusqu'à 60 mètres, entre 40 et 60 mètres, c'est pratiquement plus nécessaire de compenser le masque. Au-delà, on verra que ça pose d'autres questions. Voilà. Donc du coup, c'est répéter et surtout ne pas entretenir un retard sur la compensation, c'est-à-dire ne surtout pas attendre que l'on ressente quelque chose dans l'oreille, qu'on sente la douleur, mais qu'on anticipe tout cela. Quand on arrive au seuil, ah, c'est sensible, je commence à sentir quelque chose, on est déjà en retard. Donc il faut anticiper cette sensation sur le tympan, la sensation de douleur quand elle est présente, c'est trop tard. Voilà. Si c'est clair, ça, on continue. Autrement, voilà. Il y avait une remarque, c'était par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, là je viens de voir. L'effet sur les narines en poussant davantage est essentiel pour moi. Voilà, c'est le dosage. Et donc du coup, là, on en vient à l'autre partie avec un petit souci d'animation. Ce qui va pénaliser encore une fois la compensation, en premier lieu, ça va être des phénomènes posturaux. Quand on n'est pas très à l'aise, quand on hésite à descendre en profondeur, en verticale, eh bien, on a tendance à vouloir chercher l'objectif. Ah, j'en suis où? Où est-ce qu'est la balle? Où est-ce qu'est le fond? Etc., etc. En même temps que l'on fait ça, on introduit une posture qui fait que le regard est vers le bas, la tête est repoussée vers l'arrière. Et ce que l'on va simplement retenir ici, c'est qu'une fois qu'on a fait cela, en fait, on a pénalisé l'ouverture des trompes d'Eustache. Quand on a la tête en extension vers l'arrière, on comprime la zone du pharynx. Je reste de manière très générale pour ne pas rentrer dans le détail de la mécanique musculaire. On comprime la zone du pharynx et en faisant cela, on empêche l'ouverture des trompes d'Eustache. Ça, c'est le principal défaut et le premier défaut que l'on rencontre. La tête en arrière, juste parce que j'aimerais aller au fond, je veux aller au fond, je cherche le fond et du coup, je ne vais pas y arriver parce que je vais me faire mal à l'oreille. Alors, ce phénomène postural, il a une autre incidence, c'est sur l'hydrodynamisme. L'hydrodynamisme, parce qu'en fait, quand on met la tête en arrière, on entretient une courbure des reins, et en introduisant une courbure des reins, on va descendre en feuille morte. Et donc, du coup, non seulement en regardant vers le bas, on pénalise la compensation, mais en plus de ça, on va se freiner dans la descente, donc il va falloir fournir un effort supplémentaire, on va consommer davantage, etc., etc. Bref, on ne fait vraiment pas ce qu'il faut. Donc, le plus important, c'est de se détendre, garder les yeux fermés ou observer un repère visuel qui va être à l'horizontale face à ses yeux, la nuque va être relâchée, bien alignée, et on ne se préoccupe pas de savoir si on est loin ou pas du fond. Le principal indicateur qui va nous dire c'est bon, tu te rapproches du fond, c'est je fais une compensation, j'ai un effet sur l'oreille moyenne positif, et tant que je continue comme ça veut dire que je descends, et je descends en sécurité.
Et quand on arrive au fond, c'est la belle surprise. Waouh, super, ça s'est bien passé, je suis arrivé au fond, j'ai pas mal, je suis vachement content. Voilà. On cherche l'objectif, le fond, ça pénalise la compensation plus l'hydrodynamisme. Alors, si la difficulté persiste, il y a autre chose qui va intervenir. C'est ce voile du palais qui a été évoqué, mais qu'on va pouvoir contrôler. Alors, je reviens à la diapo, là, une des premières diapos, là, les deux médecins qui nous disaient de faire un que. Alors, vous pouvez faire le que, vous essayez de voir par où sort le son. Que. Moi, quand je fais le que, le son a tendance à sortir par la bouche. Donc, c'est là où je critique un petit peu leur proposition. Pour moi, le que, il est bien pour introduire un geste, mais il provoque aussi la fermeture du voile du palais. Et donc, dans ce cas-là, si déjà on a une difficulté à faire monter en pression l'air dans la cavité nasale, parce que le voile du palais est fermé, ça ne marchera pas. Donc, d'abord, première chose, comment est-ce qu'on réalise ce qu'est le voile du palais? On le fait en faisant de l'expiration dissociée ou bucco-nasale. Et on va agir en expiration, soit par la bouche, soit par le nez. Là, ça, je vous invite à le faire. Et vous allez voir que c'est ce petit clapet qui est là, qui est désigné, qui intervient à ce niveau-là, qui ferme ou qui ouvre la cavité nasale. Donc, faites-le une fois ou deux, juste pour qu'on soit d'accord, que vous réalisiez cette chose-là. Et surtout, vérifiez que c'est effectivement quelque chose que vous pouvez contrôler, comme ça a été annoncé. Voilà. Exercice de dissociation bucco-nasale en expiration. Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Enfin, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre ou se ferme. Alors, maintenant, quand on est en technique de compensation, en Valsalva, que ça passe plus, parce que finalement, ce qui se passe aussi, c'est je ne ressens plus la pression qui s'exerce au niveau des narines, où il n'y a plus d'air qui passe au niveau des narines, alors que je force comme un malade, il n'y a plus rien qui se passe. Ça veut dire que le voile du palais est fermé. Et donc là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est faire un Valsalva et en prononçant le son me. Et vous allez voir que en faisant me, eh bien, ça va immédiatement ouvrir le voile du palais et permettre le passage de l'air. Voilà. C'est un son qui est nasal. Et donc, pour qu'un son soit nasal, il faut que l'air passe par le nez. Alors que le que, c'est un son buccal. Et donc, l'air va avoir tendance à passer par la bouche et donc à provoquer la fermeture de ce voile du palais. Voilà, une petite technique très simple. Et donc, quand ça ne passe pas, j'ai corrigé ma posture, ma compensation de masque va bien, ça ne passe toujours pas, je ne sens plus de pression au niveau des narines, je produis le son me et je ouvre et je vérifie que l'air passe et remonte bien vers la partie nasale pour après aller vers la trompe d'Eustache. Après, si ça ne passe pas, eh bien, il y a des petites techniques de la gestuelle qu'on va introduire parce que j'ai vérifié d'abord que j'avais la bonne posture, la tête verticale est relâchée, j'ai bien ouvert mon voile du palais et ça ne passe toujours pas. Ça peut être l'encombrement des trompes d'Eustache. L'encombrement des trompes d'Eustache parce que le muscle n'est pas détendu, donc ne libère pas le passage vers le canal auditif, vers l'orifice auditif. Et donc là, ce que l'on peut faire, c'est faire toute une gestuelle avec le menton, des gestes en avant, un étirement du menton vers l'avant. Et en même temps qu'on fait ça, aussi, on peut essayer de pousser la langue vers l'avant. Voilà. Donc un geste prognate, on avance la mâchoire. Et puis ce que l'on peut faire également, c'est des mouvements latéraux de la mâchoire. Voilà. Alors, si vous le faites et que vous êtes attentif à ce qu'il se passe dans l'oreille, vous allez peut-être entendre des craquements. Eh bien ça veut dire qu'à un moment donné, à chaque geste, vous avez favorisé l'ouverture de la trompe d'Eustache et donc il y a eu un passage d'air qui s'est déroulé entre la cavité nasale
et l'oreille moyenne. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, vous vérifiez ça. Ça, c'est le facteur principal qui va permettre, et là c'est encore une approche qui est extrêmement simplifiée parce que l'anatomie du pharynx est extrêmement complexe et après il faudrait faire des exercices bien plus spécifiques de kiné. Et pour ceux qui n'arriveraient pas à passer, je pourrais en proposer. Donc voilà, là on vient de faire le Valsalva. Et donc du coup on avait vu au départ que 57 ou 58% des personnes pensaient faire du Valsalva. Et peut-être que si je refaisais le sondage maintenant, ben peut-être que cette proportion aurait diminué au bénéfice du Frenzel. Et peut-être que certains ont compris qu'en fait, de faire du Valsalva, ils feront du Frenzel. Mais en tout cas, si on veut apprendre la technique de Valsalva, voilà des éléments et puis des clés de blocage qu'on pourrait arriver à lever. S'il n'y a pas de questions, on va passer sur une étape un peu plus complexe. C'est le Frenzel. Ah oui, merci, merci le pense-bête. Bon, une Mariotte, oui, ça on en parlait. Et puis ça rejoint la question, est-ce qu'on peut faire qu'une seule technique? Avec bol Mariotte et puis le problème de l'augmentation de la pression avec la profondeur, l'air qui va être disponible au moment de l'expiration pour la réalisation de la manœuvre de Valsalva va être de moins en moins disponible. C'est une réalité physique. Et donc du coup, la manœuvre de Valsalva va avoir une limite liée à la profondeur. Et on la situe en gros à 25-30 mètres. Au-delà de 30 mètres, faire du Valsalva, ça devient extrêmement violent et très peu efficace. Voilà. Et ça, je parle surtout en apnée, du coup. En plongée en scaphandre, vous avez toujours l'air disponible. Et donc, du coup, c'est toujours beaucoup plus facile de procéder à cette compensation. D'où l'intérêt de rappeler ces petits éléments de physique, là, mais de rester toujours, d'essayer de rester simple. Voilà. Donc, Boyle-Mariotte, limitation de la disponibilité de l'air liée à la profondeur, parce que l'air est comprimé. Et on verra après, dans une première séance, comment améliorer tout ça. Pour essayer d'étendre un petit peu la plage de Valsalva. Mais encore une fois, moi, je préférerais encourager à la pratique du Frenzel. Donc, le Frenzel, de quoi il s'agit? Eh bien, ça va partir toujours de la même manière. C'est-à-dire, on va d'abord renouveler l'air, donc une expiration, une inspiration, on va fermer le nez, on va fermer la bouche et on va procéder à une expiration. Donc, toujours en mobilisant principalement les abdominaux et puis accessoirement le diaphragme. Voilà. Mais la différence avec Valsalva, c'est que finalement, on va piéger de l'air. On va piéger l'air au niveau des voies aériennes supérieures. Donc, grâce à quoi? Grâce à des choses qu'on peut concevoir comme étant des objets que l'on peut contrôler. En premier lieu, les cordes vocales. Ici, elles sont représentées, elles sont fermées. Donc ça veut dire, quand je veux faire du Frenzel, il faut que j'arrive à bloquer l'air avec mes cordes vocales et en même temps que j'expulse pour mettre en pression l'air dans les cavités nasales et la stocker dans les cavités nasales, dans les voies aériennes supérieures de manière générale, je peux faire ce son qui était le me, qui permet d'ouvrir le voile du palais pour être sûr que je vais bien remplir la cavité nasale. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est fermer et bloquer. Donc, une fois que j'entends plus le ou, ça veut dire que j'ai bloqué, j'ai envoyé l'air, il est présent, il va pouvoir être mobilisé. Ensuite, avec le Frenzel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut mobiliser la langue. Donc là, elle est proposée en deux positions. Elle va pouvoir intervenir en obturateur de la trachée, des parties basses des voies aériennes. Parce qu'elle va venir se plaquer au fond de la gorge et donc empêcher l'air de redescendre. Nous, ce qu'on va essayer de faire là, c'est empêcher l'air de redescendre pour qu'il retourne dans les poumons. Si l'air retourne dans les poumons, il va rentrer en dépression et en étant en dépression, on va avoir du mal à compenser, à le mettre en pression. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir conserver de l'air en haut. Voilà. Le son, ça vous avez vu, vous allez pouvoir arrêter
empêcher la descente de l'air vers les poumons. Donc, on va le faire déjà ça, vérifier que ça fonctionne. Une prise d'air, on bouche le nez, on ferme la bouche, on expire en produisant le son me qui finalement va s'éteindre jusqu'au moment où les cordes vocales sont fermées. Et à partir de là, j'envoie ma langue au fond de la gorge et l'air est piégé. Première étape. Ça, juste pour arriver à situer ce geste qui devient un peu plus compliqué et pas forcément très intuitif en fait, alors qu'on le fait très naturellement souvent. Voilà, c'est ça la difficulté. C'est un geste qu'on fait naturellement, mais qu'on a du mal à expliquer. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de faire et j'espère y parvenir avec vous. Voilà. Donc ça, première étape, j'ai piégé de l'air dans la cavité buccale et nasale. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est on va mobiliser la langue de nouveau, toujours en arrière, positionnée en arrière-gauche, mais comme un piston. Et c'est-à-dire que la langue, en gros, elle va être, pour arriver à fermer la bouche, comme on avait vu tout à l'heure, elle va partir, la langue va partir depuis les dents, de l'arrière des dents supérieures, elle va longer le voile du palais, elle va venir se gonfler en arrière-gorge, et après on va contracter la langue pour faire une espèce de piston. Ce qui va permettre, dès lors que le voile du palais est ouvert, de mettre en pression tout l'air qui va être en partie supérieure et en particulier dans la cavité nasale. Voilà, alors je vous invite à le faire et si ça ne marche pas, on verra encore quelles sont les possibilités. Donc, vous y allez, d'abord une expiration, une inspiration, vous fermez le nez, vous fermez la bouche, vous soufflez, vous produisez le son me, vous bloquez avec la langue et avec la langue, vous faites un piston. Et je vois, ça fonctionne. Et vous pouvez vérifier encore une fois, en faisant ce geste-là, vous vérifiez si ça fonctionne sur l'oreille parce que ça fait le pch, et sur les narines parce que les narines sont dilatées ou parce que vous arrivez à faire une petite fuite d'air à travers les narines en relâchant. Et là, vous êtes sûr de pouvoir faire le bon geste. Pas si évident que ça quand même à se représenter, surtout quand on le fait naturellement. Et c'est là la difficulté d'enseigner ce genre de choses. Il y a eu un micro qui s'est ouvert, il y avait une intervention peut-être? Non? Ok, ça marche, on continue. Alors, avec ça, à un moment donné, plus on va descendre, eh bien plus il va falloir récupérer de l'air. Le Frenzel, ce n'est pas une manœuvre que l'on fait une fois équivalable pour toute la descente. Il va falloir aller, comme avec Valsalva, mobiliser l'air qui est dans les poumons pour compenser l'augmentation de pression et donc maintenir une certaine pression initiale avant la manœuvre de Frenzel au niveau des voies aériennes supérieures. Et donc, du coup, c'est des gestes qu'il va falloir répéter également très souvent. Je dirais que c'est un peu comme avec Valsalva, 4 fois à peu près dans la zone des 20 mètres, 2-3 fois jusqu'à 30. Et ce qui va être étonnant, c'est au-delà de 40, comme là, encore une fois, la variation de pression va être assez faible, eh bien, on n'aura plus la possibilité de mobiliser l'air, ça c'est certain, mais surtout, eh bien, à force de faire cet exercice-là, on aura provoqué finalement, par accident, un phénomène de BTV, les orifices auditifs resteront ouverts. Les trompes de stage resteront ouvertes, et c'est là où finalement on va commencer à mixer la technique. Mais on va revenir après sur la question de la BTV. Et ce qui va se passer, tant que tout se passe bien, ce dont il ne faut surtout pas avoir peur, et ça je dis c'est essentiellement au-delà de 40 en apnée, eh bien c'est je ne ressens plus rien, merde, ça ne marche pas. On est habitué, on s'habitue à entendre le pchit dans les oreilles, pchit, 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 au niveau de la compensation. Et au-delà de 40, à un moment donné, quand on arrive dans cette béance, ben là, elle est involontaire du coup, parce qu'elle n'était pas recherchée, mais elle se produit naturellement sous l'effet de la répétition du geste. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer?
l'air va continuer à s'équilibrer naturellement en transitant par une trompe de stage qui est ouverte. Et tant qu'on n'a pas cette sensation de pression sur le tympan et tant qu'on n'a pas la douleur au niveau du tympan, eh bien, il faut se dire, c'est que ça marche plutôt bien, ça marche vachement bien. Voilà. Et donc, ne pas s'inquiéter quand, à un moment donné, on perd ce signal qui était le pchit au niveau du tympan. Voilà. Un signal aussi que je n'avais pas signalé parce qu'il est personnel, on l'entend, on est le seul à l'entendre et on ne peut pas l'observer de l'extérieur quand on enseigne. Donc, la répétition et finalement, attention à cette évolution de cette technique qui peut virer sur une béance que je qualifierais d'involontaire tubaire. Et puis, il faudra penser à autre chose aussi, comme d'habitude, il faut penser le masque. Et donc, compenser le masque, ça renvoie aussi à cette question. Vérifier que j'ai toujours une bonne pression dans la cavité nasale. Et donc, il suffit de faire un petit relâchement des doigts pour libérer un petit peu d'air vers le masque et donc, du coup, éviter le phénomène de plaquage de masque sur lequel je ne vais pas insister. Et encore une fois, s'il y a plaquage de masque, à un moment donné, quand on va relâcher, ça va créer une dépression. La pression dans la cavité nasale va diminuer et donc, du coup, on ne sera plus en capacité, à une certaine profondeur, de compenser l'oreille moyenne. D'où l'importance de le faire également très, très régulièrement. Et d'où l'importance aussi du matériel sur lequel on reviendra tout à l'heure. Donc là, on revient à nos difficultés. La première, et elle arrive un peu plus tôt. En fait, c'est le voile du palais s'il est fermé. Et donc là, il va falloir réitérer le mouvement, c'est-à-dire réexpirer, refermer les cordes vocales et reproduire le son me pour être sûr que le voile du palais est ouvert et qu'ensuite on puisse avoir une action bénéfique au niveau de la langue. Voilà. Ça arrive finalement plutôt quand on est en Frenzel. Ce qui arrive après, de manière récurrente également, c'est les effets de posture que j'ai évoqués tout à l'heure, donc la position de tête, alignée verticalement, le regard à l'horizontale, et puis un relâchement au niveau de la nuque. Et puis après, ce qui arrive également, si les phénomènes, si la difficulté persiste, bien, refaire ces mouvements de mâchoire en avant avec un étirement de la langue. Là, il faudra bien penser du coup à conserver les cordes vocales bien fermées parce qu'en faisant ces mouvements-là, si on étire la langue vers l'avant, on va libérer les trompes de stage, mais on va possiblement provoquer un retour d'air vers les poumons et donc cet air sera de plus en plus difficile à mobiliser dès lors qu'on sera en profondeur. Et puis ces mouvements de mâchoire latéraux également, qu'on a vu tout à l'heure, qui vont faire une espèce de petit bruit, comme un petit crissement, et qui vont nous dire, ça y est, ça contribue à ouvrir les trompes de stage. Hop, voilà. Je regarde. Pas simple à ressentir, oui, effectivement. Ouais. Ouais. Il y a des choses qui sont pas si évidentes que ça. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire cette association. Je ferme les cordes vocales associées à un bruit. J'utilise la langue comme un piston et je sens au niveau des narines qu'il y a une mise en pression. Voilà. Avec les doigts, je sens que cette mise en pression. Et puis après, sur le voile du palais, je ne sens pas la mise en pression. Et donc, du coup, vérifier que le voile du palais est ouvert, etc. Est-ce qu'il y a des questions? On continue? Allez, on continue là. Frenzel mouthfeel ou Frenzel bouche pleine. Voilà. Donc, on va retrouver beaucoup de Frenzel et puis on va introduire un petit supplément qui va être extrêmement utile. Donc, on reprend le Frenzel dans son intégralité. Comme ça, on va un peu plus vite. On peut refaire le schéma. J'expire pour renouveler l'air, j'inspire pour bien remplir les poumons, je ferme le nez, je ferme la bouche, j'expire, je ferme les cordes vocales, je fais piston avec la langue et j'ai un effet bénéfique au niveau de l'oreille moyenne. Si ça ne marche pas, je contrôle l'ouverture du voile du palais, première chose. Si une fois que ça va bien et que les problèmes persistent, je reviens aux phénomènes posturaux et puis la gesticulation au niveau de la mâchoire. Voilà.
Donc là, on retient toujours pareil, la prise d'air, le la répétition, le matériel, l'hydrodynamisme qui est introduit par les phénomènes de posture et le relâchement qui est nécessaire. Alors maintenant, on ajoute la partie mouse feel. Eh bien, ça va être quelque chose qui est extrêmement simple. On va gonfler les joues. Voilà, mouse feel, bouche pleine. On va gonfler les joues. Voilà. Et ça, juste avant de fermer les cordes vocales, évidemment. Parce que si on ferme les cordes vocales, du coup, la mise en pression. Donc, c'est un peu comme font les trompettistes. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez d'eux. Il y en avait en particulier, il avait des joues énormes comme ça, là, et du coup, il avait les joues pleines d'air. Eh bien, c'est ce que vous allez faire maintenant, juste. Donc, on reprend, on expire, on prend l'air. Dizzy-Gillespie, bravo Pierre-Jean. Voilà. Donc, on va faire après du Dizzy-Gillespie. Donc, on expire, on inspire, on bouche le nez, on bouche la bouche, on expire. Donc, nez bouché, bouche fermée. On laisse se détendre et se remplir la bouche et les joues se gonflent. Allez-y. Vous n'êtes pas obligé, mais en fait. Voilà. Comme ça, en le vérifiant, vous voyez si ça marche ou pas. Et à partir de ce moment-là, vous allez continuer, vous fermez les cordes vocales, vous faites agir avec la langue sur la mise en pression et puis vous vérifiez s'il y a un bon résultat au niveau de la compensation. Quelque chose de particulier que j'introduis là. On a, ça va être, j'espère que ça va paraître évident pour vous, ça ne l'est pas forcément. On a rempli les bouches, on a fermé la corde vocale et donc du coup on a mis en pression l'air dans la bouche et le nez. Eh bien, il faut savoir que cette mise en pression déjà va contribuer d'elle-même à l'équilibrage et c'est ça qui est dit. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez descendre, la pression hydrostatique va s'exercer sur les joues et va participer à la compression de l'air et accompagner la compression de l'air qu'on a piégé dans les voies aériennes supérieures. Et donc, du coup, pratiquement sans rien faire, si les trompes d'Eustache sont ouvertes, la compensation va se faire. Et si ce n'est pas suffisant, dans ce cas-là, on ajoutera des petits coups de piston. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant parce que du coup, j'ai moins de choses à faire avec le mouse feel. En plus, comme j'ai de l'air qui est piégé et sous pression, eh bien, je vais pouvoir prolonger plus longtemps le geste de compensation Frenzel et aller plus loin en profondeur. Donc, dans la première diapo, là, j'avais rapporté un certain nombre de performances, poids constant, immersion libre, etc., Gueuse, etc. La plupart des grands performeurs pratiquent du Frenzel mouse feel et en gros 30% font du BTV. On reste là-dessus. Mais il n'y a plus personne, en tout cas ça c'est certain, il n'y a pratiquement plus personne qui fait du Valsalva. Voire même il n'y a plus personne dans les premiers grands performeurs qui font du Valsalva parce que ce n'est absolument pas adapté. Voilà, et en plus de ça, ce à quoi va nous aider aussi cette air qui est piégé dans la bouche, ça va être à la compensation. Et donc, du coup, ça va faciliter la compensation une fois qu'on aura passé les 30-40 mètres. La compensation du masque, pardon. Voilà, donc un geste un peu plus complexe, mais pas tant que ça, et en tout cas qui est extrêmement bénéfique. Maintenant, la manœuvre de Toynbee. Je suis désolé, je vois qu'on est déjà à 1h15. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas encore endormi et que j'arrive à maintenir votre attention et votre intérêt. Manœuvre de Toynbee, donc on en a parlé, c'était pour arriver à faire une compensation, mais là, ce coup-ci, à la remontée. Alors, à la remontée, quand on a un problème sinusal, comme je l'ai exposé tout à l'heure, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être aussi quand on va utiliser un matériel particulier qui va être le pince-nez. Le pince-nez, on va voir, en reparlant de la question du matériel, c'est quelque chose qui est extrêmement utile et dont la mise en œuvre peut être très différente. Donc, Toynbee, c'est extrêmement simple, je l'ai dit. On
ferme le nez, on ferme la bouche et on inspire. Et là, normalement, ça doit permettre la redescente de l'air de l'oreille moyenne vers la cavité nasale. Et qu'est-ce qu'on ressent? Pas grand-chose. Honnêtement, au niveau ressenti, est-ce qu'on sent du bruit, machin, etc. Non, honnêtement, pas grand-chose. Voilà. Donc, il ne faut pas s'attendre à un signal au niveau de l'oreille moyenne tout à fait extraordinaire. Voilà. Alors, après, encore une fois, on va se retrouver dans une situation qui va être à la remontée, parce que l'air qui est dans l'oreille moyenne va augmenter de volume sous l'effet de la pression, ou l'air qui est piégé dans les sinus à la remontée va se dilater du fait de la réduction de la pression. Voilà, donc c'est bonne Mariotte. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est un dosage. Comment est-ce qu'on va faire? On va être sur un phénomène inspiratoire et c'est préférable d'utiliser l'inspiration diaphragmatique plutôt que l'inspiration thoracique. On reviendra là-dessus dans la prochaine séance, les différents types d'inspiration. Mais en gros, le muscle qui va être le plus efficace, ça va être le diaphragme. Donc, on abaisse le diaphragme vers le bas et on inspire. Et il ne faut pas trop forcer là-dessus, surtout à grande profondeur, parce que si on se remémore bien les choses, au fond, le volume d'air dans les poumons est extrêmement réduit, le volume pulmonaire est extrêmement réduit, les poumons sont extrêmement fragilisés du fait de la réduction du volume d'air et puis de ce qu'on appelle le blood shift. Voilà, mais ça, on en reparlera plus tard. Et on a un organe qui est extrêmement fragile, il faut le ménager à la remontée. Donc, plus on étire fort sur le diaphragme pour inspirer l'air qui est dans le nez, plus on risque de créer des lésions au niveau des poumons. Voilà. Et donc, des lésions du type au niveau des poumons qui vont être extrêmement dommageables parfois, puisque ça peut aller jusqu'à la rupture de la paroi des alvéoles. Voilà, donc, c'est extrêmement délicat à mettre en œuvre malgré tout. Et donc, beaucoup de vigilance sur la puissance qui est mise sur cette inspiration. Du coup, faire plutôt des petites inspirations répétées pour préserver les poumons, et puis également pour ne pas se faire mal au diaphragme. Et si ça ne marche pas, ben on peut en revenir à ce problème de blocage des trompes d'Eustache, repenser les problématiques de posturale, parce que le problème va se poser également à la remontée. Si on a la tête en extension pour chercher la surface, eh bien on va pénaliser la décompression de l'oreille moyenne. Et du coup, si ça pose encore problème, faire ces mouvements de mâchoire, antéro-postérieur et puis latéraux. Voilà. Et à partir de ce moment-là, normalement, ça doit se passer. On ne doit pas sentir de surpression au niveau de l'oreille moyenne et du tympan en particulier. Et on doit permettre le dégagement de l'air vers le bas. Donc, manœuvre facile à mettre en œuvre, avec quand même deux risques, celui d'un effort trop important et des conséquences que ça peut avoir sur les poumons dans le cadre de la remontée. Et donc, du coup, quelque chose à faire de manière plutôt avec répétition et modération. Pas modération, dès qu'on en a besoin, il faut le faire. J'ai le souvenir d'une descente à 40 mètres. Pour vérifier si les tympans passaient bien, je me suis dit, oh, super, ça passe comme... voilà, c'est un vrai pied. Et je suis passé de 40 à 35 mètres et j'ai senti la pression au niveau du sinus sphénoïde. Voilà, je ne sais pas, c'est le troisième dont on parle moins, là, sur lequel ça m'est arrivé. Ce n'était pas sur les oreilles, c'était sur le sphénoïde. Le sphénoïde était bloqué. J'ai eu l'impression d'avoir un clou qui me traversait la tête jusqu'à l'arrière. Et ça jusqu'à la remontée et pendant 1 heure. Parce que je n'ai pas réussi à faire sortir l'air qui était bloqué, piégé dans le sinus sphénoïde. Donc, malgré la technique de Toynbee que j'ai mise en œuvre là, ça n'a pas été suffisant. La congestion qui n'était pas prévue, parce qu'en général, on s'attend au phénomène congestif à la descente. Et là, c'est à la remontée à la descente, parce que je suis congestionné, donc du coup, les oreilles ne passent pas, je n'arrive pas à compenser. C'est plutôt ça. Et alors là, ça passait bien, mais après la remontée, c'était une véritable catastrophe. Sur ça, on ne va pas s'étendre, donc il y a beaucoup de textes. Ce que je vais dire ici, et peut-être, c'est que pour travailler tous les mouvements de la BTV, on rentre un petit peu dans la kiné
dans des exercices de kiné. Il y a des références sur Internet qui sont accessibles extrêmement facilement, qui vous permettent d'avoir cette série d'exercices qui vont permettre de travailler l'ouverture des trompes de Eustache. On va pas les faire. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord arriver à voir ce dont il s'agit, les exercer, ce qu'on n'aura pas le temps de faire ici parce que le temps est bientôt écoulé. Et puis après, voilà, de vous exercer. C'est quelque chose qui se fait à sec, qui permet après de mettre en œuvre plus facilement les phénomènes d'ouverture de l'orifice du canal auditif. Et donc ça, c'est rapporté par plusieurs personnes. La référence à l'origine, c'était la médecine du sport à Paris. Je n'ai pas trouvé les auteurs, je n'ai pas cherché non plus, tellement c'est des exercices qui sont populaires, repris, mais sans citation ni rien. Voilà, donc je m'excuse auprès de leur auteur, je n'ai pas retrouvé leur nom. Voilà. Mais donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire assez facilement. Plusieurs séries d'exercices avec un rythme. Là, c'est la suite, parce qu'il y a tout un programme d'exercices à faire sur plusieurs semaines. Donc, vous voyez bien qu'on n'aurait pas pu les faire là. Et donc, du coup, ça peut permettre la prise de conscience et la maîtrise de l'ouverture de l'orifice auditif. Pour terminer, à quelque chose près, on va reparler matériel. On a en relation avec la problématique réalité du milieu, l'augmentation de la pression avec la profondeur, une évidence, plus le volume du masque est grand, plus la difficulté de compenser cet espace, ce volume, va être difficile. En apnée, on va viser le minimum de volume. En bouteille, parce qu'on a de l'air, eh bien, on va pouvoir utiliser des masques avec un plus grand champ de visibilité et un plus grand volume intérieur. Pour moi, l'idéal, c'est de passer, mais ça demande une certaine maîtrise, c'est de passer sur les lunettes, mais ça a quand même un inconvénient. Donc, d'abord, les avantages, eh bien, c'est qu'il n'y a plus à compenser les lunettes, soit parce que c'est une technologie qui a une membrane souple et donc, du coup, qui permet de compenser la compression et la réduction du volume d'air, soit parce que c'est des lunettes que l'on remplit d'un liquide. Et donc, du coup, les liquides n'étant pas comprimables, eh bien, il n'y a plus à procéder à quoi que ce soit. Moi, j'adore celles à membrane, mais elles sont extrêmement fragiles et on ne les trouve plus. Ces lunettes-là, on va les utiliser avec un pince-nez. Et donc, le pince-nez, finalement, c'est bien parce que ça va libérer les doigts qui servent à obstruer les narines pendant la pratique du Valsalva et du Frenzel du Mouth-Seal. Et qui va aussi nécessiter finalement de maîtriser cette manœuvre de Toynbee pour arriver à faire de sorte, puisque l'air ne peut pas s'échapper vers le masque, maîtriser cette technique manœuvre de Toynbee pour faire redescendre l'air vers les voies aériennes inférieures au moment de la remontée. Voilà, très rapidement. Donc là, ce qu'on a à retenir, c'est plus le volume va être important, plus la compensation va être difficile. Deuxième chose qu'on va vérifier, c'est le confort et la visibilité. Et si des masques ont à peu près le même volume, ils ne sont pas confortables tous de la même manière. Et ce qu'il faut veiller, c'est à ce qu'ils s'adaptent parfaitement au visage, aux formes du visage. Et un masque qui va bien à quelqu'un ne va pas forcément bien à quelqu'un d'autre. Et donc, il faut vraiment faire des essais. Moi, j'ai dû faire une vingtaine d'essais de masques et finalement, j'en retiens 3 à peu près qui me conviennent, 2 qui me conviennent parfaitement et un qui me convient à peu près. Et la visibilité, c'est bien parce que quand on fait de la chasse, on aime bien voir, mais en même temps, on va assez profond, donc du coup, on va plutôt viser le petit volume. Par contre, en bouteille, on aime bien profiter, être béat devant toutes les beautés du milieu subaquatique. Et du coup, le champ de vision, c'est assez intéressant de l'avoir assez large. Et puis après, il y a la couleur aussi du masque. Les masques cristal, c'est quand même plus agréable parce qu'il y a plus de luminosité, c'est pas mal. L'autre chose, après, c'est par rapport à cette question de confort, c'est la protection du visage en milieu froid. Et un masque qui va avoir une jupe comme le rouge, là, qui est très étendue, en fait, il va bien protéger le masque, il va éviter la sensation de froid, contrairement à ce qu'on aurait avec des lunettes. L'inconvénient, c'est que finalement, en protégeant le visage, on protège aussi des capteurs qui vont
contribuer au relâchement. Et ça, on en reparlera dans le troisième exposé. Voilà. Et puis après, il y a cette histoire de pince-nez. Alors là, vite fait, c'est plusieurs technologies, différents matériaux. L'intérêt, c'est de libérer les mains et donc pouvoir également améliorer l'hydrodynamisme, mais c'est également permettre d'introduire de nouvelles techniques. Et j'ai mis ce pince-nez de piscine là. Et on se dit, ça ne va pas être très, très utile. Alors, j'ai été un petit peu sceptique, mais comme tout sceptique, j'ai expérimenté et je vous garantis que ça peut avoir des effets bénéfiques. Comment on utilise ce petit pince-nez de piscine? Bien, tout simplement en le mettant dans le masque. Voilà. Et il n'a pas une résistance très importante. Mais il va, à un moment donné, avoir une résistance suffisante pour arriver à libérer les mains. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, au début, puisque la variation de pression est importante, il faut faire un effort important de mise en pression de la cavité nasale. On va aider ce petit pince-nez avec les doigts. Et plus on va descendre, moins on aura besoin d'accompagner l'efficacité du pince-nez et plus il va agir pour vous. Et il va être suffisamment souple pour, en forçant à peine un peu plus, permettre la compensation du masque. C'est quelque chose qui est perturbant comme gestuel et c'est quelque chose qui est extrêmement important au niveau du confort de la pratique. Pour ce qui concerne tous les autres, qu'ils soient en plastique ou en aluminium, eh bien là, on va avoir des systèmes de serrage qui vont être assez forts, qui peuvent être inconfortables au niveau de la narine en fonction de leur forme. Et donc, du coup, là, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut essayer, tester, avant d'opter définitivement pour tel ou tel matériau. Donc, les matériaux, le confort, et puis, encore une fois, rappeler la maîtrise de la technique de Toynbee. Voilà. Pour conclure, et puis, c'est comment finalement réutiliser, remobiliser tout ce qu'on vient de voir. Ce que je préconise, c'est la visualisation mentale. Il y a un « et » qui est en trop là, parce qu'il y a la visualisation et l'imagerie mentale aussi. Alors, mais après, j'ai dit, je préfère parler que d'une chose, c'est la visualisation mentale. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'entraînement au sec. On se projette dans le milieu, on s'imagine dans le milieu, on s'imagine en train de réaliser le geste, de descendre, et on s'imagine les variations de pression, et donc on réalise au fil du film que l'on déroule dans la tête, on réalise la performance de manœuvre de compensation, quelle qu'elle soit. Voilà. Et ça, c'est un entraînement qui permet après d'ancrer, et c'est ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, avec des schémas, avec des dessins, avec une répétition, avec des mots. Se rappeler les trucs. Je me rappelle les mots, la succession, la séquence, etc. Ça me permet de me rappeler. Et une fois que c'est rappelé, on tombe dans le registre automatisme et on libère la conscience au moment de la réalisation de l'exercice quand on est en milieu naturel. Et c'est un gain de temps extrêmement important. Voilà. Je suis pile poil dans les temps. J'en reviens pas moi-même. Je pense que ça a été assez dense. Et maintenant, je reste à votre disposition pour une petite discussion si vous le souhaitez. Et je vais du coup arrêter le partage d'écran. Voilà. Merci Jean-Pierre, j'ai vu des pouces se lever. Voilà. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Hein. Les mains, je ne vais peut-être pas toutes les voir. Donc, ouais, bonjour, je voudrais juste revenir sur Valsalva. Vous m'entendez? Oui. Oui. C'est Thierry. Qui est-ce qui intervient là? C'est Thierry, bonjour Philippe. Bonjour Thierry. En fait, revenir sur Valsalva, j'ai été dernièrement au séminaire des instructeurs nationaux plongée technique, sur lequel il y a eu une présentation justement des techniques de compensation qui a été faite par Arnaud Ponche au niveau de l'apnée. Et en fait, les instructeurs nationaux vont inclure dans leur programme de formation de leur cadre le fait de ne plus ou de moins utiliser Valsalva, parce qu'en fait, c'est très traumatique au niveau du tympan, et ça on le sait, mais aussi au niveau de l'entrée de la trompe d'Eustache. Et il y avait Fred Dimé
Guillaume qui nous a présenté un petit film justement sur la trompe d'Eustache et on voyait très bien une personne, si tu veux, qui l'a examiné et donc il nous a montré avec la caméra qui avait donc fait Valsalva et on voyait très bien l'irritation au niveau de l'entrée de la trompe d'Eustache et en fait une compensation qui était très 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 traumatique. Donc voilà, donc tu vois qu'au niveau de la technique, ils reviennent en fait à l'utilisation peut-être d'autres techniques que le Valsalva et pour que ce soit moins traumatique pour le tympan et l'entrée de la trompe d'Eustache. Merci. Alors c'est des documents qui vont être en ligne, hein, je pense. Hein, donc voilà. Quoi. Il y a un commentaire de Saïd qui dit « Et pourtant, on ne parle que de technique de Valsalva dans le cas de la plongée. » Et effectivement, c'est par confusion souvent, comme je l'ai dit. Et c'est, je ne sais pas, je pourrais poser la question, mais parmi vous, là, ceux qui disaient faire du Valsalva, est-ce que finalement vous faisiez du Valsalva ou du Frenzel? Voilà. Et donc finalement, est-ce que pour vous, ça va être une difficulté supplémentaire? Je sais que pour certains, passer du Valsalva au Frenzel, c'est compliqué. Et ça se travaille donc. Je l'ai vérifié et ça m'a étonné. Pour moi, je ne pensais pas que le gap pouvait être aussi important. Et donc voilà. Est-ce que ceux qui, parmi ceux qui avaient dit je fais du Valsalva ont découvert que finalement est Frenzel? Est-ce qu'il y en a qui peuvent confirmer ou pas? Philippe Richard, moi je faisais bien du Valsalva et j'ai envie très longtemps. Je vais essayer de passer au Frenzel. D'accord. Et Richard, tu es plongeur bouteille ou plongeur apnéiste? Plongeur bouteille. Plongeur bouteille plutôt? Voilà. Je suis très en difficulté sur la... Donc ça, c'est des choses qui peuvent se travailler. Le travail inapné, même en zone peu profonde, peut contribuer après à développer la pratique en plongée bouteille. Moi, je ne suis pas apte à encadrer en bouteille, même si je suis plongeur, mais du coup, il y a peut-être des encadrants qui pourront t'aider, ou peut-être que tout ce qui vient d'être dit va permettre de mieux prendre conscience de la réalité de ce geste de Frenzel et pouvoir mieux t'approprier cette technique pour l'appliquer à toi-même avant de l'enseigner peut-être. Tout à fait, c'est le but. Merci. Pierre-Jean souhaiterait prendre la parole. Oui, bonjour Fifi. Bonjour Pierre-Jean. En fait, non, c'était juste par rapport à cette confusion Valsalva-Frenzel. Moi, personnellement, quand j'étais enfant et que j'ai commencé la plongée bouteille, on m'a donc l'entraîneur de l'époque m'a dit tu bouges ton nez, tu souffles par le nez. J'étais tout petit, j'ai pas réfléchi et il m'a dit voilà ce que tu viens de faire, ça s'appelle Valsalva. Ok, t'es d'accord, ok, on descend, on va plonger, etc. Et n'ayant pas plus d'explications que ça, finalement, c'est Sylvain qui en vérifiant, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, m'a dit mais non, ça c'est pas Valsalva. Donc je pense qu'il y a aussi tout simplement une confusion qui finalement s'arrête au terme utilisé, hein, parce que je crois que comme tu l'as expliqué, il y a beaucoup de gens qui font Frenzel sans le savoir, effectivement. Voilà. C'est de la même manière fermer la glotte ou agir sur des organes qu'on peut contrôler, alors que l'épiglotte, elle est automatique. Quoi. C'est un peu ce genre de choses qu'il faut arriver à éviter. Alors après, il y a du commentaire. Justement, moi j'évite en technique de l'enseigner, donc j'imagine que ça doit être relatif au Valsalva. Je préconise l'aspect naturel de la compensation. C'est vrai que tant qu'il y a pas de tant que ça fonctionne, il vaut mieux éviter de se poser ou de faire se poser des questions. Voilà. C'est dans la remédiation qu'il faut intervenir plus que dans l'introduction de troubles. Voilà. Et après, charge à vous, encadrant, de vérifier qu'effectivement, il y a quelque chose qui est efficace malgré tout, et notamment avec des mineurs. Après, il est vrai que la frontière est très proche. Alors, je ne sais pas entre quoi, entre Valsalva et Frenzel, d'accord. Okay. Oui, c'est effectivement, il y a une partie commune, mais après, il y a des spécificités. Voilà. Il faut juste arriver à bien distinguer les spécificités.